Rekia Madougou, bonjour. Bonjour Madame Da Silva. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est à moi. Je sais votre agenda est extrêmement chargé, donc très rapidement, même si on ne vous présente plus, parce que vous avez été ancienne garde des Sceaux, ministre de la Justice, vous avez été aussi ministre en charge de l'emploi et de la microfinance, qu'actuellement vous êtes experte internationale en charge de l'inclusion financière, Tout à fait. et aussi vous êtes ambassadrice de Unit Life, une organisation de l'ONU pour l'Afrique. C'est bien ça? Absolument. Alors, bien évidemment, toutes les questions de pouvoir en tant que femme, en tant que jeune, puisque vous êtes entrée très tôt dans le gouvernement Yaibouni, dites-nous, quelle est pour vous votre définition du mot pouvoir? Alors, je vais partir d'abord de l'entendement général de ce que c'est que le pouvoir pour, une fois ramené à moi, exprimer comment je vis le pouvoir. C'est un peu la capacité qui est offerte à quelqu'un pour penser et agir. Et moi, je vais au-delà de ça. C'est-à-dire que, pour moi, le pouvoir est en même temps allié à l'exercice de l'influence. Parce que si vous n'avez pas de l'influence, vous ne pouvez pas faire montre de pouvoir, donc d'une capacité à penser, et penser pour les gens et agir en faveur des gens. Et donc, c'est là que fatalement, moi, je formule ma définition de pouvoir comme une capacité d'influencer les choses dans le sens d'agir en faveur d'un plus grand nombre de personnes. Comment se traduit justement cette influence pour agir dans l'intérêt collectif? Comment est-ce qu'il se traduit pour vous sur votre environnement personnel et professionnel? Alors, il se traduit par le fait que, fatalement, sans le vouloir ou en le voulant, peu importe, que vous devenez une référence. Vous devenez une référence en ce sens où, quand il va falloir dénouer les choses, quand il va falloir agir pour changer les choses, eh ben, on pensera spontanément à vous. Quand il y a, je donne un exemple, quand il se passe peut-être des choses assez délicates ou difficiles, par exemple dans un pays qui est le mien comme le Bénin, eh ben, les hommes politiques ou les personnalités de premier plan vont penser à vous, vont vous appeler, vont demander votre avis, vont essayer de changer avec vous, pour vous demander comment vous pensez, tel que se passent les choses, comment vous pensez qu'on puisse agir pour améliorer ou voire renforcer. Et donc, comme je dis, l'exercice du pouvoir à travers donc l'influence, comme vous le rappeliez tout à l'heure en fonction de mon propos, devient la référence et cette référence s'exprime par le fait que je ne dirais pas que vous êtes incontournable parce que nul n'est indispensable, mais en même temps vous devenez une pièce importante d'un dispositif, qu'il soit familial, qu'il soit politique, qu'il soit professionnel. Si on pense par exemple à des sujets qui relèvent de vos compétences, eh ben, sur 10 000 personnes dans le monde qui sont des spécialistes de ce domaine, ben, on pensera à vous. Voilà. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Un homme qui exerce du pouvoir et une femme qui exerce du pouvoir vont avoir les mêmes caractéristiques et les mêmes défis. Parce que, en vérité, ce sont les challenges qui font le pouvoir. Et c'est votre capacité justement à pouvoir relever ces challenges, à pouvoir relever ces défis qui fera de vous un homme ou une femme de pouvoir ou simplement un homme ou une femme qui est plutôt en arrière. Maintenant, l'aspect où je dis qu'il reste quand même une différence entre une femme de pouvoir et un homme de pouvoir, c'est que, en dépit de tout, la croyante que je suis pense fondamentalement que Dieu a créé la femme pour être différente de l'homme. Et même dans l'exercice du pouvoir, il y a cette différence. Écoutez, je pars d'un phénomène naturel tout simple. Jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas réussi encore à nous montrer un homme qui est capable de porter la vie en son sein. Parce que simplement, j'estime que lorsqu'une femme accède à des postes de responsabilité, surtout à des fonctions hautes, elle impacte positivement. Et davantage plus qu'un homme. Très bien. Comment arrive-t-on à préserver l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle quand on est autant engagé et autant passionné que vous? Il n'y a pas de miracle. Si, je donne un exemple, vous êtes carriériste, c'est sûr que vous allez sacrifier une partie de votre vie privée. Parce qu'être carriériste, c'est quoi? C'est que vous arrivez dans un environnement très masculin, vous arrivez dans un environnement très macho, vous arrivez dans un environnement où vous avez justement à faire vos preuves
plus qu'il n'en faut pour avec pouvoir beaucoup justement... plus de concurrence. Avec beaucoup plus de concurrence. Et quand vous arrivez, évidemment, tous les postes sont déjà occupés par des gens remarquables la plupart du temps. Et pour qu'on puisse davantage vous frayer votre chemin, ben, il faut que vous en donniez. Ben, pour en donner, c'est quoi? Il ne faut pas se mentir. Pour en donner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous bossez, vous cravachez, vous n'avez plus de temps pour vous, vous avez peu de temps pour votre famille. C'est-à-dire que c'est comme si tous les jours vous passiez un concours. Ouais, c'est un combat permanent. C'est un combat permanent. Et donc, si vous voulez vraiment être in, comme le disent les anglo-saxons, si vous voulez vraiment être in, c'est-à-dire que dans la tendance, si vous voulez vraiment incarner la référence dans votre métier, dans votre secteur de pouvoir, eh bien, tous les jours que Dieu fait, ben, vous en donnez, vous cravachez. Ça me permet d'introduire sur le fait qu'on dit souvent que les femmes qui ont du pouvoir, elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que ça a été votre cas? Oui, ça a été mon cas. Ça a été mon cas parce que j'ai l'habitude de dire, parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvée à l'âge de 30 ans où je n'étais pas mariée. Je m'étais rendu compte que la plupart de mes amies, de mes copines d'école, elles étaient toutes casées, elles avaient déjà des gamins. Et j'ai réfléchi et je me suis rendu compte très rapidement que la plupart, elles s'étaient arrêtées au BTS. Elles avaient peut-être fait un bac+2, bac+3, tranquillou. Elles avaient leur petite vie et tout ça. Après, c'est une question de choix, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, moi, j'ai choisi de ne pas être une suiveuse. J'ai choisi d'être un leader et donc je fais les sacrifices qu'il faut. C'est une question de choix. Et donc, du coup, ça pourrait être un conseil que tu pourrais délivrer à une jeune fille qui souhaite accéder au pouvoir, c'est-à-dire fonce, fais tes choix et va jusqu'au bout. De toutes les façons. À chaque fois, les jeunes filles me demandent, oui, mais madame, j'ai envie de vous ressembler, comment je fais, etc. Je dis d'abord et avant tout, il n'y a pas de modèle dans la vie. Tu n'as pas à me ressembler, sois toi-même. Parce que chaque individu, chaque personne a son histoire, a le contexte dans lequel il va agir. Je ne veux pas de personne qui me ressemble. Toute réussite restera singulière et remarquable. Donc, sois toi-même. En revanche, fais tes choix. Fais tes choix, te dis pas forcément « Ah oui, mais bon, pour que la société me regarde d'une certaine manière, il faut que je me marie d'abord, etc. » Parce que moi, je me suis rendu compte, excusez-moi, mais il y a des hommes qui vous freinent, qui freinent votre parcours et qui même finissent par vous lâcher ou par vous multiplier les conquêtes. Et donc, finalement, ce sur quoi vous faites le focus devient même un handicap pour vous, même pour votre propre épanouissement. Je dis à ce moment-là, donc ça, c'est le conseil que je donnerai à la jeune femme qui me posera ce type de questions. Le premier conseil, c'est sois toi-même, fais tes choix, fais-les par rapport à toi-même, mais pas par rapport à celui qui sera ton époux, etc. Bien évidemment, son avis compte, mais ça ne reste qu'un avis consultatif. Mais ce n'est pas un avis déterminant pour ton avenir. Est-ce que vous avez eu à observer une pratique, parce que vous êtes à l'international, quelque chose qui pour vous pourrait être identifié comme une bonne pratique ou une pratique innovante dont on pourrait s'inspirer pour lutter contre les inégalités dans notre société? Lorsqu'on met en place des mécanismes qui font travailler, qui font réfléchir les gens ensemble, on améliore la connaissance mutuelle. Et quand on a amélioré la connaissance mutuelle, fondamentalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a davantage créé l'acceptation de l'autre. Quand on a créé l'acceptation de l'autre, l'autre n'est plus perçu comme un usurpateur, comme un opportuniste, mais il est perçu comme justement une complémentarité. Il est perçu comme un individu comme moi. Est-ce que vous aviez une phrase, un proverbe ou un adage qui pour vous illustre, enfin vous représente ou illustre vos combats ou vos engagements? Il y a cette belle pensée de Winston Churchill que je me suis appropriée et qui m'incarne totalement et qui dit que un pessimiste voit de la difficulté dans chaque opportunité. Par contre, et ça c'est moi, un optimiste voit de l'opportunité dans chaque difficulté. Et pour moi, c'est absolument ce que la vie doit incarner. Parce que tous les jours que Dieu fait, vous êtes face à des difficultés. Mais le plus important, effectivement, c'est de pouvoir les surmonter, mais surtout de les transformer en positivité pour vous, pour votre vie. Et comme on dit, de toute difficulté, on fait toujours une expérience. Il y a toujours quelque chose de bon. Exactement. Très bien. Est-ce que si vous étiez un homme ou une femme d'État, laquelle seriez-vous?
Ben, je serai moi, tout simplement. Comme je le dis, il n'y a pas de modèle de la vie. Il y a sans doute des personnalités remarquables qui ont eu des parcours atypiques, inspirants, mais ça ne reste que des parcours inspirants. Moi, je serai moi. Je ne serai pas X ou Y homme ou femme d'État. Il y en a sans doute que je respecte énormément pour leur combat, pour leur parcours, etc. Mais je resterai une femme d'État Rekia Madougou, qui a son histoire, qui aura sans doute le contexte dans lequel, si Dieu le lui permet, elle va exercer sa parcelle de pouvoir. Et je resterai moi-même avec ma vocation, mes envies, mes ambitions, ma façon de faire, ma façon d'agir, ma façon de changer les choses. Justement, si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Si j'avais la possibilité, la baguette magique de changer quelque chose dans le monde, eh bien, c'est d'identifier, d'élaborer, de prendre des décisions dans le sens où l'homme sera au cœur de ces décisions et ce sera en fait le fondement de l'homme, à savoir le renforcement de son capital humain. Très bien. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Je suis tigre et toute griffe dehors parce qu'il ne faut pas me chercher, mais en même temps, dans la douceur. Donc, tigre d'eau, ça me convient parfaitement. Je suis taureau, la force, je fonce. Je suis aussi tigre d'eau et ça me va très bien. Ça me va très bien, c'est tout à fait moi. La vie est belle. Je fais rigoler, c'est bien. Excellent, j'adore. Merci. C'était moi. C'est pour ça. Alors, en préparant cette rencontre Rekia, on vous a demandé de venir avec un objet ou quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité, ou le pouvoir ou la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté et pourquoi? Je pourrais vous parler de deux éléments. Le premier, c'est celui-ci. Alors, mon iPad, l'autre dirait en rigolant, ma vie, mon œuvre. Ma vie, mes passions, mes œuvres. Lorsque je suis sur un vol de l'Afrique en Asie où je passe 12 heures, et moi, je passe mon temps pendant que d'autres dorment à travailler là-dessus et puis à pondre des projets. Et contre toute attente, je vais peut-être vous faire rigoler, mais mes talons aigus, pour moi, sont des attributs à la fois de féminité et de pouvoir. Et je rappelle qu'elles sont juste magnifiques. Notre entretien touche à sa fin, Rekia. Déjà. Oh, que dommage. Pour Rekia, en un mot, le pouvoir, c'est... Pour Rekia, en un mot, le pouvoir, c'est aider les gens. Le pouvoir, c'est changer les choses. Ce n'est pas subir, ce n'est pas laisser faire les choses selon la tendance du moment, mais c'est de changer les choses dans un cours normal, dans un cours qui aiderait un plus grand nombre de personnes à se sentir mieux. C'est l'approche, en fait, de changement qualitatif. Mais merci beaucoup, Rekia. C'est moi.